Ce matin, je suis partie avec mon café, ma carte de métro, un grand sac et une carte de Washington. Rien d'extraordinaire, une femme seule qui prend le métro pour aller visiter un musée. Et pourtant, je ne savais pas encore que j'allais passer la journée à rencontrer 4 siècles de mémoire. Avant même d'arriver au musée, j'ai rencontré Peter à la sortie du métro. Comme souvent sur cette route, je lui ai posé des questions. Je voulais comprendre. Au musée afro-américain, j'ai découvert des hommes et des femmes dont il ne reste parfois qu'un nom sur un panneau. Des personnes vendues et revendues plusieurs fois au cours de leur vie. Des personnes qui devaient porter sur elles leur papier de liberté dans une petite boîte de métal. Il ne fallait surtout pas les perdre. Je me suis demandé ce que représentait la liberté lorsqu'elle dépend d'un simple morceau de papier. J'y ai rencontré des hommes dont les noms ont traversé les siècles, mais aussi des femmes, souvent moins connues, qui ont porté leur famille, leur communauté et leur mémoire. Puis j'ai découvert des noms, des hommes et des femmes qui ont résisté, des personnes qui ont construit une vie malgré tout, comme si le musée refusait de les laisser disparaître une seconde fois. Puis il y a eu tous ces visages, toutes ces vies, et ce soldat fouetté, comme un rappel brutal que derrière les grands événements de l'histoire, il y avait aussi des êtres humains. L'émotion est devenue trop grande. J'ai quitté le musée avant la fin de la visite. J'avais besoin de marcher. J'avais besoin de laisser respirer tout ce que je venais de voir. C'est à la boutique du musée que j'ai rencontré Fran. Je lui ai demandé comment on pouvait réparer tout cela. Comment on pouvait réparer des siècles d'esclavage, de ségrégation, d'injustice et de souffrance. Fran m'a répondu quelque chose que je n'oublierai pas. On ne peut pas changer ce qui a été fait. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut reconnaître les torts. On peut demander pardon. Et on peut essayer de réparer ce qui peut encore l'être. J'ai continué ma journée avec cette idée en tête. Peut-être que la mémoire sert aussi à cela. Non pas à réécrire l'histoire, mais à reconnaître ce qui s'est passé pour construire quelque chose de meilleur. Puis, j'ai rencontré Ruby. Ruby n'a pas voulu être photographiée, mais elle m'a parlé de sa famille, de sa nièce, qui construit leur arbre généalogique, et du fils de sa nièce, un garçon de 11 ans qui rêve de devenir pilote. Elle m'a demandé pourquoi je traversais toutes ces mémoires. Je lui ai répondu simplement par joie, par bonheur, pour comprendre, pour savoir. Plus tard, j'ai découvert une église luthérienne où l'on annonçait du chant gospel. Je n'ai pas pu entrer, mais même les portes semblaient raconter une histoire. Puis il y a eu les œuvres représentant des femmes, les tresses, les visages, les regards tournés vers l'avenir. Et, finalement, il y a eu Tony. Dans son restaurant, nous avons parlé de son histoire. Tony m'a raconté qu'il avait immigré aux États-Unis. Il m'a aussi expliqué que son associé provenait d'une tribu considérée comme rivale dans son pays d'origine. Pendant longtemps, leurs peuples avaient été opposés. Et pourtant, ils avaient choisi autre chose. Ils avaient décidé de travailler ensemble et de bâtir quelque chose ensemble, de ne pas laisser les conflits du passé décider de leur avenir. Tony m'a aussi raconté une anecdote qui m'a fait sourire. Un jour, alors qu'une personne le harcelait en France, il lui a lancé « Arrête tout, sinon j'appelle Barack Obama et je lui donne ton nom. » L'autre personne l'a regardé avec étonnement. Alors Tony a répété « Je suis sérieux, je vais appeler Barack. » Bien sûr, Tony n'avait pas le numéro de téléphone de Barack Obama. Mais cela a suffi pour que le harceleur cesse immédiatement. Nous avons éclaté de rire. Après une journée remplie de mémoires lourdes, cette histoire me rappelait aussi que les humains survivent grâce à l'humour. Comme si la mémoire ne pouvait pas vivre seulement avec le poids. Elle avait aussi besoin de sourire. En quittant Washington, j'ai réalisé que cette journée ne parlait pas que du passé. Elle parlait des personnes qui portent encore cette mémoire aujourd'hui. Peter, Fran, Ruby, Tony, et tous ceux qui continuent à raconter les histoires pour qu'elles ne disparaissent pas. J'attendais le métro lorsque mon regard s'est arrêté sur le nom de la station, l'Enfant Plaza. Je me suis tournée vers le jeune adolescent qui attendait à côté de moi. Je lui ai demandé s'il savait pourquoi cette station portait un nom français. Il ne le savait pas. J'ai découvert que Washington avait été dessiné par l'architecte Pierre-Charles L'Enfant, en s'inspirant de Versailles et des grandes artères de Paris. L'adolescent ne connaissait ni l'un ni l'autre. Et soudain, je me suis rendu compte que la mémoire venait de changer de main.
Toute la journée, j'avais reçu des histoires et voilà qu'à mon tour, j'en transmettais une. Peut-être que la mémoire vit ainsi, d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre. J'ai toujours voulu savoir, j'ai toujours voulu comprendre et lorsque je comprends quelque chose, j'ai envie de le transmettre. J'avance pour découvrir, je découvre pour transmettre.